Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, 18 mois après les assises de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités arrive enfin à l'Assemblée nationale. Ces assises, axées prioritairement sur les transports du quotidien, avaient fait émerger beaucoup de réflexions, de propositions et suscité beaucoup d'attentes dans différents domaines, de la mobilité partagée, douce, inclusive, de la mobilité connectée, de la gouvernance, dans le domaine de la sécurité des modes de transport et de la sûreté dans les transports, d'une mobilité plus propre, d'une logistique mieux partagée et mieux intégrée dans les villes. Cette démarche a été complétée par la remise d'un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures établissant les grandes priorités en matière de programmation des investissements pour les 20 prochaines années et précisant les ressources nécessaires pour accompagner ce programme. Bref, tout était prêt pour une loi d'orientation des mobilités ambitieuse et aboutie, 35 ans après la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI. Examiné tout d'abord au Sénat, celui-ci ne s'y est pas trompé en voulant faire de cette loi une loi ambitieuse, ramenant en début de projet de loi la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037. Arrivé en commission du développement durable à l'Assemblée nationale il y a 10 jours, ce texte a fait l'objet de plus de 50 heures de débat et de près de 3000 amendements, démontrant ainsi l'importance du sujet et de la qualité de nos débats. Merci Madame la Présidente. Mais démontrant également un texte partiellement abouti, tant, Madame la Ministre, de sujets ont été renvoyés en débat en séance publique malgré votre présence en commission, et tant d'amendements déposés par nos collègues de la majorité laissaient penser que ce texte ne les satisfaisait pas. Aussi, l'examen en séance que nous entamons aujourd'hui laisse présager encore de nombreux débats, avec plus de 3400 amendements déposés, et ce, dans une discussion en temps programmé de 50 heures cette fois-ci. Limité en temps de parole aujourd'hui, j'axerai mon propos sur les sujets d'inquiétude ou de désaccord qui subsistent dans ce texte, assez technique et dont l'ambition politique reste en deçà de nos priorités. En effet, l'ambition politique passe par une ambition budgétaire nécessaire. Nécessaire pour aider nos concitoyens et nos entreprises à financer leur propre transition écologique. Le résultat des européennes vient de nous le rappeler. Pour aider également les collectivités à financer de nouvelles mobilités sur tous les territoires, même les plus enclavés. Et pour que l'État lui-même investisse dans la régénération, la modernisation, le renouvellement des infrastructures de transport et réponde prioritairement aux besoins de mobilité du quotidien en veillant à un aménagement équilibré du territoire. Le débat sur le maintien des petites lignes en est un bon exemple. Or, le compte n'y est pas. Cette ambition budgétaire n'est pas au rendez-vous. L'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, ne dispose pas dans ce projet de loi, des moyens suffisants pour permettre de satisfaire les priorités fixées par le président de la République lui-même. C'est le Conseil d'orientation des infrastructures qui le dit. C'est un comble. D'ailleurs, l'AFITF, qui au passage sert uniquement de boîte aux lettres pour financer les politiques transport élaborées par le directeur du ministère des Transports, coûte en frais de fonctionnement près de 700 000 € par an et manque paradoxalement sur la période 2019-2023 de 1,3 milliard d'euros. Madame la Ministre, à défaut de chercher à créer de nouvelles taxes pour les ménages ou les entreprises ou à capter des surplus de recettes destinés initialement à autre chose, vous avez une solution simple, efficace, pour répondre aux besoins de mobilité des Français, la TICPE. Cet impôt, payé par la grande majorité des contribuables, devrait rapporter en 2019 près de 37 milliards d'euros et seulement 1,2 milliard seront fléchés pour l'AFITF. D'ailleurs, l'État se servant de plus en plus généreusement au passage pour combler le déficit toujours croissant, vous avez cette fois-ci là les moyens de financer les politiques de transport
attendue sur nos territoires. Faciliter la mobilité pour tous et dans tous les territoires passe aussi par une gouvernance mieux organisée, respectueuse des compétences de chacune des collectivités et plus ambitieuse en donnant cette possibilité aux régions de s'emparer de cette question de la mobilité si les collectivités de proximité ne peuvent pas le faire. Je crois que ce texte représente dans ce domaine une réelle avancée, mais cette avancée ne doit pas restreindre la décentralisation et interdire à une autorité organisatrice de mobilité locale de reprendre la main lorsqu'elle se sentira prête pour organiser la mobilité sur son territoire en accord avec la région, ou encore d'alourdir les contraintes des autorités organisatrices de la mobilité en leur imposant des règles qui relèvent plus des règles d'urbanisme et ainsi les décourager avant qu'elles misent en place des offres de mobilité. Faciliter la mobilité pour tous, c'est également traiter la question toute particulière des transports en Île-de-France. De nombreuses questions restent en suspens sur le statut des salariés en cas d'ouverture à la concurrence, sur la question du covoiturage, sur la question de l'indemnisation des usagers en cas de perturbation pour travaux ou encore sur le délai de préavis de grève. Faciliter la mobilité pour tous, c'est aussi offrir plus de transport à tous nos concitoyens. Ne détournons pas alors l'utilisation du versement mobilité de son usage initial en permettant la gratuité sur les réseaux et ne faisons pas du forfait mobilité durable une obligation pour les employeurs qui contribuent grandement au financement des transports. Au-delà de ces interrogations en matière de financement et de gouvernance indispensables à la mise en œuvre d'une mobilité pour tous, ce projet de loi aborde une multitude de sujets dont les débats en commission n'ont pas permis d'aboutir, renvoyant souvent à la discussion en séance ou vers des négociations ou des réunions de travail ultérieures. C'est le cas des enjeux de sûreté dans les transports. Le débat, vous le savez, Madame la Ministre, reste entier. Obliger une entreprise chargée de services publics à reclasser à quelque poste que ce soit un salarié estimé dangereux par l'État semble difficilement conciliable avec l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens des entreprises de transport. Refuser d'élargir la liste des fonctions sensibles pour lesquelles un salarié pressenti peut faire l'objet d'une enquête administrative afin de vérifier si le profil de celui-ci est compatible avec la sûreté des personnes et des biens. Par exemple, les agents chargés de la maintenance et du contrôle du matériel roulant. Refuser d'obliger une personne qui a commis une infraction comportementale de justifier de son identité. En clair, un individu qui fume dans un wagon, qui tire la sonnette d'alarme, n'aura pas à justifier de son identité. Refuser de sanctionner un individu qui n'a pas de titre de transport et qui n'a pas de pièce d'identité. Ces sujets sont sérieux et méritent une attention toute particulière de votre part dans l'intérêt de nos concitoyens et des entreprises qui transportent chaque jour des millions de voyageurs. Ils doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité. Faciliter la mobilité pour tous, c'est aussi s'attacher à ne pas alourdir les contraintes des opérateurs de transport par une obligation d'emport de vélos dans les autocars, de GPS dans tous les autocars, de fixer une trajectoire réaliste pour la sortie du diesel, mais aussi de faciliter l'accès à cette profession. Difficile, Madame la Ministre, d'aborder en 10 minutes tous les sujets traités dans ce projet de loi. Il en reste un dernier que je voudrais évoquer ce soir, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires depuis juillet 2018. En commission, nos collègues de la majorité ont donné le pouvoir aux présidents des conseils départementaux de relever la vitesse maximale sur certains tronçons en excluant du dispositif les routes nationales gérées par l'État. Cette décision est incohérente et pas sérieuse. Soit il faut revenir à la rédaction initiale du Sénat, soit le gouvernement reste sur sa position et assume sa décision initiale. Pour les associations de victimes d'accidents mortels, ce n'est pas ce genre de décision qu'elles attendent. Aussi, Madame la Ministre, je serai amenée à l'article 31 à vous proposer des mesures pour responsabiliser les automobilistes, comme l'ajout de l'usage du téléphone portable comme circonstance aggravante en cas d'accident mortel, ou encore la prise de médicaments de niveau 3, comme dans le cas de l'accident dramatique de Millas, qui a coûté la vie à plusieurs collégiens.
Madame la ministre, reprenez même ces amendements et faites-les porter par la majorité dans l'intérêt des familles des victimes. Beaucoup de débats sont attendus. Nous allons entamer l'examen de cette loi d'orientation de la mobilité avec plus de 3 400 amendements. En sortira-t-il une loi ambitieuse et aboutie? Nous l'espérons tous. Merci. Merci, mes chers collègues.